Voilà. Donc, Michel, à vous. Merci. Merci beaucoup Thérèse. Merci pour l'organisation du défi pour l'environnement et cette invitation. Vous m'entendez, je pense? Donc, ce que je vous propose effectivement, comme vient de le dire Madame Moinet, c'est de faire une présentation de l'ONF et peut-être un rappel de ce qu'on appelle les services écosystémiques et puis un rappel aussi de la gestion forestière des forêts publiques. Donc, je suis moi-même directeur de l'agence Île-de-France-Ouest en région parisienne pour l'Office national des forêts. Et donc, nous gérons les forêts publiques sur les départements des Yvelines, du Val d'Oise, des Hauts-de-Seine et de l'Essonne. Et donc, notre agence comporte une centaine de personnes. Donc, pour que chacun, après avoir visionné ce film documentaire très intéressant, que je connais bien parce que je l'ai souvent commenté par des réunions et des conférences publiques en région parisienne, je vous propose un petit temps de présentation d'une vingtaine de minutes. Je vais essayer de faire un court. Ça vous permettra peut-être aussi de rassembler, de formuler des questions. Et donc, toute la deuxième longue partie, je pourrai tenter de répondre. Je ne connais pas la France dans tout son détail, évidemment, s'il y a des questions sur des forêts qui sont dans d'autres régions que la région parisienne, je ne saurais peut-être pas y répondre complètement, mais je m'y efforcerai, étant moi-même forestier depuis plus de 40 ans. Donc, si on peut mettre le diaporama que j'ai préparé, voilà, je pense que tout le monde le voit. Donc, deux thématiques. Pourquoi préserver les forêts? Comment les renouveler? Donc, dans la première partie, rappelez l'ONF, nous sommes un établissement public avec une tutelle de l'État. L'ONF gère les forêts publiques, uniquement celles-ci, c'est-à-dire 25% des forêts françaises. Et donc, les trois quarts des forêts françaises sont des forêts qui appartiennent à des propriétaires privés. Nous gérons des forêts domaniales et des forêts de collectivité. En tout, en métropole, c'est 4 600 000 hectares de forêts, majoritairement des forêts communales. Dans des régions comme la Franche-Comté, Rhône-Alpes, le Grand Est, les forêts publiques sont essentiellement des forêts communales gérées par l'ONF. L'ONF, c'est entre 8 et 9 000 personnes. Et rappelez aussi dans cette introduction qu'en métropole, la surface forestière a été multipliée par 2 en 200 ans. L'étiage des forêts en France, c'était vers les années 1810-1820, où il y avait la moitié des forêts en surface par rapport à aujourd'hui. Dans la diapositive suivante, un titre sur la préservation des forêts, ça sera le thème, avec 3 familles de services. Communément, on dit que les forêts rendent des services à l'homme. C'est des services écosystémiques, ce terme qu'on emploie de plus en plus. Donc, il y a 3 familles, les services de prélèvement ou d'approvisionnement, que je vais développer, les services de régulation ou de protection, dans lequel on va se placer aussi la protection de l'environnement et la biodiversité, et enfin les services culturels ou sociaux qu'on verra par la suite. Dans les services de prélèvement, c'est bien sûr qu'une forêt, quoi qu'on fasse, qu'il y ait une gestion ou pas de la forêt, un arbre grossit, grandit, prend du diamètre et donc chaque année grossit un petit peu et produit un écomatériau magique qu'on appelle le bois, évidemment. Ce bois indispensable à la société, même si aujourd'hui, dans une ère post-industrielle en 2020, on pourrait penser que ce bois, ce matériau soit dépassé, eh bien non. Le bois qu'on utilisait depuis des siècles et des millénaires, il est toujours extrêmement utile, indispensable pour fabriquer du bois énergie, pour nous permettre de nous chauffer, du bois d'industrie pour du papier, pour du carton, pour des panneaux de particules et bien sûr pour du bois d'œuvre, pour des parquets, de la charpente, de la tonnellerie, la fameuse tonnellerie française mondialement connue et également dans le mobilier, l'ébénisterie. Une forêt, c'est aussi la possibilité de quelques cueillettes. Évidemment, on n'est plus des grands cueilleurs comme on pouvait l'être nos ancêtres, mais c'est toujours un lieu où on peut rassembler des mousses, des champignons, etc. Rappelez que ce service d'approvisionnement permet
un tissu économique important. La filière bois en France, c'est 400 000 emplois. Donc, c'est une filière très importante. Ça part du gestionnaire que nous sommes, des transformateurs que peuvent être les bûcherons, mais également tous les métiers de l'aval, que ce soit les charpentiers, les menuisiers, etc., et donc qui utilisent et transforment le bois. La deuxième grande famille de services, c'est les services dits de régulation. Alors là, nous en avons tout un petit paquet et je vais rapidement rappeler tous ces services que nous rendent les forêts. D'abord, les forêts, ce sont des régulateurs du climat. Grâce aux forêts, vous le savez, on revient sur la diapo d'avant. Merci, voilà. Grâce aux forêts, on régule le climat. Les forêts séquestrent le gaz carbonique et donc les forêts sont des puits de carbone. Et c'est ce carbone qui est stocké dans le bois qui permet de limiter les gaz à effet de serre, qui permet de limiter l'utilisation aussi des produits bitumineux comme on va utiliser dans le pétrole, etc., pour se chauffer. Donc, une forêt, ça régule le climat. Deuxièmement, et on le voit avec le changement climatique, de plus en plus de canicules pendant l'été, avec des températures de 35, 38, 40 degrés parfois en France, eh bien, les forêts sont des îlots de fraîcheur pour notre bien-être, grâce à l'évapotranspiration des arbres, grâce à l'ombre, tout simplement, eh bien, on va apprécier d'habiter à côté d'une forêt ou de s'y promener. Dans une diapositive d'après, on va avoir toujours dans les services de régulation les forêts qui sont des collecteurs d'eau. Les trois quarts de l'eau de source dont on a besoin pour en consommation, les périmètres de captage sont sur les forêts. Donc les forêts, ce sont des collecteurs d'eau et qui vont permettre d'alimenter des nappes qui vont ensuite permettre d'alimenter notre eau douce dont on a besoin. Quatrièmement, ce sont des forêts également qui sont des véritables stations d'épuration, qui filtrent les polluants, les métaux, etc., qui purifient l'eau. Et plutôt que d'avoir des installations très coûteuses de purification, des stations d'épuration monstrueuses, c'est par des épandages, des fois en milieu naturel, qu'on peut ainsi filtrer. Et des villes comme New York, Saint-Étienne, évidemment, c'est des grands extrêmes, ont utilisé les forêts pour pouvoir aussi apporter ce rôle d'épuration. Autre grande famille dans ces services de régulation et services écologiques, c'est des réservoirs de biodiversité. On l'a vu, des enquêtes, notamment en région parisienne, mais pas uniquement, la biodiversité chute. Les espèces animales, notamment, sont en voie de diminution. Et donc, là où, dans tout l'ensemble des milieux, c'est les milieux finalement forestiers qui présentent les plus grandes forces de résilience. Et donc, finalement, c'est en forêt qu'on va retrouver le plus de biodiversité, avec des refuges de grands animaux, mais également des refuges de plus petits animaux, des insectes, des oiseaux, des chauves-souris et donc des animaux dont on a besoin parce qu'ils vont constituer la pollinisation, et notamment dans les arbres fruitiers, les insectes, les abeilles qui sont bien connus, mais bien au-delà, en Amérique du Sud, c'est des chauves-souris qui sont aussi indirectement permettent la pollinisation. Donc, les forêts sont le refuge de nombreux pollinisateurs indispensables à notre vie. Les forêts qui sont aussi, dans la diapo d'après, merci, après, là on est en train de revenir en arrière, voilà, merci, les forêts qui sont aussi des maillons essentiels de ce qu'on appelle les trames. On connaît la trame verte, c'est les continuités végétales. On connaît aussi assez souvent les trames bleues, c'est la continuité aquatique. Eh bien, en forêt, on a des mares, on a des étangs, on a parfois des rivières qui permettent de constituer une continuité biologique. On connaît moins les trames noires et les forêts sont un centre, un focus
Pour les trams noirs, c'est la continuité sans pollution lumineuse. On est dans des zones urbaines, en région parisienne notamment, auprès de grandes agglomérations. Heureusement, on a des forêts sans pollution lumineuse, sans éclairage public, qui permettent aussi d'accueillir des animaux nocturnes plus facilement. Ce que l'on entend de plus en plus parler, qui est encore moins connu, c'est la trame brune. C'est aujourd'hui la volonté, quand on est urbaniste, quand on est maire d'une commune, d'essayer de désimperméabiliser le sol, de retrouver le sol plutôt que d'être recouvert du béton, de trottoirs, d'asphalte, évidemment pour les routes. Mais on a beaucoup imperméabilisé et aujourd'hui, les villes essayent de redonner une continuité des sols. Et donc, cette fameuse trame brune, et évidemment, quand on a des forêts urbaines, périurbaines, les forêts contribuent à cette trame brune. C'est aussi un lieu de faiblesse acoustique. On a souvent une pollution auditive avec beaucoup de bruit anthropique, de voitures, d'industries. Les forêts sont souvent indemnes de bruit. Je poursuis et enfin je termine par les services dits de la protection contre les risques naturels. C'est grâce aux forêts qu'on a limité le risque avalanche en montagne, dans les Alpes, dans les Pyrénées. C'est aussi la forêt sur le littoral atlantique qui limite le risque de submersion marine, le risque d'inondation, etc. Donc la forêt joue un rôle protecteur primordial pour les populations. Troisième et dernier grand service, c'est les services culturels et sociaux. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des forêts pour notre équilibre. On est évidemment aujourd'hui une société très urbaine. On a besoin d'aller en forêt pour avoir de l'exercice physique, des sports, mais également tout simplement pour s'aérer, se promener. Les forêts nous offrent un divertissement, un enrichissement spirituel, la réflexion, un épanouissement, l'éducation. Les forêts comme source d'inspiration de nombreux peintres, de nombreux poètes. Et donc, la forêt également rend ses services culturels et sociaux. On poursuit, j'en ai parlé déjà, du coup je vais aller vite évidemment, c'est la valeur des paysages, les peintres, notamment, que ce soit l'école de Barbizon, près de Fontainebleau, bien connue, se sont inspirés des paysages de forêt. Et donc, aujourd'hui, c'est une force patrimoniale aussi, une valeur patrimoniale que ces forêts-là. Une illustration, voilà, c'est le quotidien aujourd'hui de la région parisienne où je travaille, où on a dans nos forêts de très nombreux sportifs, la récréation, le loisir nature, l'écotourisme, qui est du coup une des branches, dans le diapo d'après, une des branches les plus dynamiques. On l'a bien vu avec le confinement en 2020 et la crise sanitaire qu'on traverse encore. La 5e vague est là. On n'a jamais vu autant de monde en forêt. Pour résumer, ces services rendus, 2 minutes sur ce tableau. Ce tableau qui est tiré, comme je l'ai inscrit en bas à droite, de Chevassus-Louis. C'est un chercheur de la faculté d'Orsay, en région parisienne, qui en 2011 avait tenté de valoriser, économiquement parlant, ces différents services. Les services de prélèvement, de régulation, les services culturels. Finalement, par combien on peut les évaluer en euros par hectare et par an. Il a fait cet exercice. Je ne vais pas détailler ligne à ligne, mais simplement en rouge dans les conclusions. Les services rendus, quand vous allez au cinéma, vous payez 10 €, quand vous allez au théâtre, quand le stockage de carbone, l'eau qui est filtrée grâce aux forêts, tout ça, c'est des services que rendent les forêts et on les estime aujourd'hui à 1 000 € par hectare et par an. C'est les services que rendent les forêts à la société. Donc, la conclusion de cette partie-là, c'est finalement de se dire qu'aujourd'hui, un propriétaire ou l'ONF, gestionnaire des forêts publiques, rend des services qu'on peut évaluer à 1 000 € par hectare et par an, comme je viens de le dire, mais finalement, la ressource que touche le propriétaire, que touche le gestionnaire, comme l'ONF, quand on est gestionnaire des forêts domaniales, ce n'est que 10 à 15 %.
la seule récolte, le seul revenu que l'on tire de ces forêts-là, c'est simplement par la vente du bois, par la gestion aussi de la chasse parfois, qui représente seulement 10 à 15% de ces 1 000 euros. Donc, la forêt est un bien commun, partagé, indispensable à la société, mais finalement, qui est mal rémunéré quand on est le propriétaire de ces forêts ou le gestionnaire. La deuxième grande partie, avant de parler, de vous répondre à vos questions, donc continuez de m'écouter encore quelques minutes et notez bien les questions, c'est de parler un tout petit peu de la gestion forestière. C'est quoi gérer les forêts? C'est pour nous, et c'est la spécificité du modèle français, différent du modèle anglo-saxon, depuis des décennies et même des siècles. La foresterie française, le modèle économique, c'est la gestion durable multifonctionnelle. Multifonctionnelle, ça veut dire que quasiment sur chaque hectare, on va tenter de trouver un équilibre, nous gestionnaires, entre les 3 fonctions que je vous ai données, entre les 3 grandes familles de services que je vous ai explicitées à l'instant. Le premier, c'est la fonction de production de bois dont la société a besoin. Le deuxième, c'est la fonction sociale d'accueil du public et des promeneurs en général et des sportifs en forêt qui sont de plus en plus nombreux. Et enfin, le troisième, c'est les services de biodiversité, de protection de l'environnement pour les services de régulation dont je vous ai parlé. Donc, l'ONF, dans sa gestion des forêts domaniales, et c'est toujours évertué depuis très longtemps, même à quelques kilomètres d'une grande ville, d'essayer de trouver un juste équilibre entre ces 3 fonctions. C'est la grande différence avec le modèle anglo-saxon qui, lui, a tendance à compartimenter. Dans les images que vous avez vues, si on revient à la diapo d'avant, dans les images que vous avez vues sur le film documentaire du Jupiter Film, sur l'intelligence des arbres, tiré du livre du forestier allemand Wolleben, on a des images de pays anglo-saxons où on a parfois une sylviculture très industrialisée, où là, on n'est que dans la forêt de production. Et l'accueil du public n'est pas l'objectif. Au contraire, il y a des parties de forêt, notamment dans les grands parcs américains, où l'objectif numéro 1 est la biodiversité, numéro 1 et unique, où le public est même parfois interdit. Et puis, il y a des parcs où là, c'est que pour l'accueil du public. Nous, en France, l'objectif, c'est de conjuguer ces 3 fonctions en permanence. Donc, diapo d'après, l'objectif quand on est forestier, c'est on a hérité de la forêt de nos prédécesseurs. Les forêts françaises, les forêts domaniales que vous connaissez, la forêt d'Orléans, la forêt de Fontainebleau, la forêt de Rambouillet, pour les forêts domaniales, et j'en pourrais en dire bien d'autres, ce sont des forêts qui sont façonnées par l'homme depuis 7 ou 8 siècles. C'est-à-dire, si l'image que vous avez avec des chênes, ou alors avec des hêtres, ou ici avec des châtaigniers, ou parfois avec des résineux, ces forêts que vous avez sous les yeux, quand vous y allez, dites-vous bien qu'elles sont façonnées par l'homme depuis le Moyen-Âge, donc depuis 6, 7, 8 siècles. Donc l'objectif qu'ont eu nos prédécesseurs forestiers, c'est d'avoir en permanence une forêt équilibrée, de façon à ce qu'il n'y ait pas qu'une forêt vieille, déjà âgée, mais qu'il y ait également des jeunes semis, d'avoir donc à proportion à peu près égale toutes les classes d'âge pour assurer une pérennité de façon à ce que dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, la forêt soit au moins aussi belle que celle que l'on a aujourd'hui. Donc les forestiers ont toujours ce souci-là d'avoir des forêts équilibrées avec un mélange d'essences. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est l'adage bien connu, et toujours assurer le renouvellement de la forêt en s'appuyant sur ce qu'on appelle la régénération naturelle, c'est-à-dire tirer profit des arbres adultes qui chaque année ont des graines, des glands pour des chênes, des châtaignes pour les châtaigniers, et tirer profit de ces glands qui tombent au sol pour produire des semis et donc d'une régénération naturelle. Souvent, on nous dit, vous avez coupé des arbres, vous en avez planté combien ? Pour nous, une plantation, c'est un échec.
Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on va toujours essayer de faire en premier lieu, c'est-à-dire la régénération naturelle, tirer profit des semenciers qu'on a sur place pour qu'ils aient des fruits qui germent pour devenir des jeunes arbres et donc les arbres adultes de demain. Dans la diapo d'après, un petit zoom sur la région parisienne, pour ceux qui connaissent. Pour nous, ici, par rapport à ces trois fonctions dont on a parlé à plusieurs reprises, eh bien, pour ces trois fonctions, les enjeux franciliens sont très élevés. On est la région la plus peuplée de France, avec 13 millions d'habitants urbains qui ont une grande soif de nature, de promenade, de détente, et donc un public toujours aussi nombreux. On dit qu'en région parisienne, c'est 80 millions de visites par an qu'il y a dans les forêts domaniales. Également, des enjeux environnementaux très élevés. Autour de la région parisienne, on a des réserves biologiques, on a des îlots de vieux bois, on a des milieux ouverts, on a des milieux humides, des mares, des marais. Et donc, en forêt, ces milieux sont remarquables avec une faune et une flore rares et protégées, et donc on se doit de les préserver. Et enfin, parce qu'on est en région parisienne, on a aussi des forêts très riches avec des bois de qualité, du chêne. Mais cet ensemble, en région parisienne, on a beaucoup d'antagonisme entre un contexte urbain où les coupes sont de moins en moins acceptées par le public, des forêts qui souffrent aujourd'hui avec un dépérissement et des crises sanitaires, notamment sur le châtaignier, qui est malade en région parisienne à cause du changement climatique, une forte fréquentation, mais qui peut être des fois excessive et donc nuire à la biodiversité. Qui dit forte fréquentation dit responsabilité de l'ONF gestionnaire pour la sécurité des usagers. Si une branche tombe ou si un arbre tombe sur un usager, sur un promeneur, un cycliste, c'est l'ONF qui est responsable. Donc, il faut aujourd'hui arriver à financer tout ça. On a des aides des collectivités locales, donc ça c'est un plus. Et on a toujours une volonté de garder des forêts giboyeuses, alors que la chasse est de moins en moins acceptée. Mais aujourd'hui, sans grands prédateurs, même si le loup se rapproche de Paris, il est nécessaire encore de réguler le cerf, le sanglier, le chevreuil, très présents en France. Et enfin, une gestion qui nécessite une forte communication et donc des relations étroites avec les élus et les associations. Voilà, rappeler aussi une évolution. Moi, je suis forestier depuis 40 ans. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, les usagers qui viennent en forêt sont urbains et méconnaissent la richesse des forêts, méconnaissent la gestion forestière, méconnaissent simplement le fonctionnement de la nature. Donc, on est du coup, de fait, nécessairement dans beaucoup d'interrogations et on se doit de communiquer. Deuxièmement, c'est une société qui est toujours sur de plus en plus l'hyper court terme, alors que nous, forestiers, on est sur le temps long. On va dire dans 10 ans, dans 20 ans, voilà comment sera la forêt. Donc, on travaille pour les générations futures et aujourd'hui, on a un décalage par rapport à la société qui nous interroge. Également, une évolution, et ça c'est heureux, c'est bien, avec un grand E de l'écologie, aujourd'hui, la société a une plus grande sensibilité à la nature. C'est tous les jours qu'on entend parler de changement climatique à la télévision, de grands incendies en Amazonie ou dans d'autres continents. Et donc là, la relation homme-forêt a évolué. Donc nous sommes maintenant sans doute beaucoup plus qu'avant sur le devant de la scène et l'ONF se doit d'être exemplaire dans sa gestion. Et puis, dernier point, la forêt domaniale, notamment, appartient à tout le monde. C'est l'impression que l'on a. Elle appartient à l'État, donc elle m'appartient un peu. C'est ma forêt. Pour beaucoup d'habitants qui habitent à côté d'une forêt, c'est ma forêt. Et donc, il y a une appropriation. Du coup, quand l'ONF intervient pour des travaux, pour des coupes de bois, évidemment, le public réagit fortement. C'est un peu comme si on allait dans leur jardin pour couper une rose. Non, on est simplement dans une forêt publique, ouverte au public, mais qui est accessible à tous. Et donc, on se doit là aussi d'être très attentif. Enfin, pour résumer le métier de forestier, qui est un métier complexe, beaucoup plus qu'il n'y paraît,
Gérer une forêt, c'est trouver des équilibres. On est, nous forestiers, des équilibristes. L'équilibre de la lumière, pour pouvoir faire en sorte que des semis s'installent, mais pas trop, parce que s'il y a trop de lumière, c'est des espèces invasives qui vont arriver. Équilibre des essences, avoir un maximum d'essences diversifiées, un équilibre dans les classes d'âge pour assurer la pérennité de la forêt, un équilibre, le mot un peu savant, sylvo-synégétique pour garder des forêts avec du gibier, mais pouvant pas non plus sans être en nombre trop important parce que trop de gibier peut nuire à la régénération de la forêt et puis finalement un équilibre entre les trois fonctions. Voilà, j'en ai terminé de la présentation et je vous propose maintenant ce temps d'échange et de répondre à vos questions. J'ai une question que je peux poser. Allez-y. Alors, vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai peut-être pas. Quelle est la part de forêt publique par rapport aux forêts gérées par le privé? Alors, en France métropolitaine, il y a 25% de forêts publiques et 75% de forêts privées. Dans les forêts publiques, il y a 4 600 000 hectares de forêts publiques en France métropolitaine. Je mets à part la Guyane. En France métropolitaine, il y a 4 600 000 hectares de forêts publiques et donc près de 11 millions de forêts privées. Sur les 4 600 000 hectares de forêts publiques, la majorité, ce sont des forêts communales. Après la Révolution, de nombreuses communes de Franche-Comté, de Rhône-Alpes, de PACA, mais également de Grand Est, ont bénéficié de ces forêts-là qui sont devenues communales. Et puis, bien sûr, hérité des rois, des seigneurs, parfois des biens aussi de l'Église, des forêts sont devenues domaniales. Et donc, elles représentent, sur les 4 600 000 hectares de forêts publiques, c'est 1 800 000 hectares de forêts domaniales, Fontainebleau, Rambouillet, Orléans, l'Anjou, la forêt de Lente dans le Vercors, etc. etc. Et quel est, alors, je dirais, ça, vous avez été très clair et c'est très, très bien sur comment l'ONF gère les forêts, etc. Ça a été vraiment une très, très grande clarté. En revanche, en ce qui concerne justement les propriétaires privés, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont des obligations particulières? Oui, bien sûr. Donc là, ce n'est pas du tout l'Office national des forêts qui s'en occupe, c'est les Bien services sûr, de puisque ce sont des l'État. propriétaires privés, oui. Voilà, ce sont les services de l'État, c'est-à-dire qu'en France, depuis déjà de nombreuses décennies, il y a un code forestier. Un code forestier qui a été créé en 1827, pour être précis. Et donc, un certain nombre, évidemment, il a évolué depuis 1827, mais il y a un certain nombre de règlements que doivent respecter les propriétaires privés. Dès lors qu'ils sont propriétaires de plus de 25 hectares d'un seul tenant, ils doivent établir un plan de gestion de leur forêt, soit eux-mêmes, soit par l'aide d'experts forestiers. Et donc, ce plan de gestion est soumis à la validation d'un certain nombre d'organismes et ensuite, il doit respecter la mise en œuvre de ce document de gestion. Et il y a d'autres règlements sur les défrichements, sur les coupes de bois, d'une manière générale, qui s'appliquent également aux propriétaires privés. Comment sont protégées nos forêts contre le feu en région Île-de-France? Est-ce qu'il y a une protection particulière pour les forêts en région Île-de-France? Non. Donc, je vais du coup prendre, je lis en même temps les questions qui sont sur le pose-là, de parler un peu changement climatique et risque sur les forêts, dans lequel j'englobe le risque incendie. Donc, effectivement, le risque incendie augmente en France et il y a comment dire, une migration. Avant, le risque incendie, c'était le pourtour méditerranéen et puis l'Aquitaine, on va dire. Aujourd'hui, même au nord de la France, de plus en plus, on va faire attention. Et un signe, aujourd'hui, il n'y a pas d'action préventive vraiment encore en place en région parisienne dans les forêts dont on a la gestion. Mais par exemple, depuis 4 ans, l'ONF, dans chaque agence ONF,
comme moi dans la mienne, j'ai un collaborateur, un forestier de terrain qui s'est spécialisé, qui a eu des formations particulières sur le risque incendie. Et donc, on a des partenariats avec les services d'incendie secours, les pompiers dans chaque département. Donc, c'est plus des mesures voilà, on fait attention dans certaines périodes. On n'a pas encore été amené en région parisienne à interdire les forêts certains mois de l'année de fortes canicules, mais on peut imaginer que c'est des choses qui viendront, comme c'est le cas dans le Var ou dans d'autres régions. L'évolution du changement climatique, il est direct et indirect. Direct, aujourd'hui, en région parisienne, je parle bien sûr un peu plus de la région parisienne que je connais mieux, mais sans doute qu'il y a d'autres cas ailleurs, des arbres meurent de sécheresse. Des pins, pourtant connus comme une essence assez frugale, des pins sylvestres en forêt de Fontainebleau sont morts de sécheresse en 2019 sur 10, 20, 30, 40 hectares. Donc là, il y a un signe vraiment visible de ces périodes de sécheresse, de stress hydrique et de canicule. Le plus flagrant dans le changement climatique, c'est une action indirecte, c'est qu'on a des ravageurs. Le mot ravageur veut dire que ça peut être un insecte, un champignon, un pathogène, autre. Et donc, il y a des pathogènes qui se développent à la faveur du changement climatique. Les cas les plus connus aujourd'hui en métropole, c'est les scolites. Les scolites, c'est un insecte qui pond ses œufs sous l'écorce des sapins et des épicéas. Les larves obstruent les vaisseaux qui permettent l'alimentation en sève de l'eau du sol et du coup, n'ayant plus la possibilité de s'alimenter, les vaisseaux étant bouchés, l'arbre meurt assez vite. C'est des milliers et des dizaines de milliers d'hectares de sapins et d'épicéas qui meurent en Franche-Comté, dans le Grand Est ou dans d'autres régions. Pour nous, en région parisienne, un autre phénomène qui touche les châtaigniers. Et là, c'est une maladie qui est due à un pathogène, c'est une sorte de champignon qui est dans le sol, qui est microscopique, qui est vraiment dans le sol, il n'est pas du tout volatile, il n'est pas du tout aérien comme d'autres champignons. Par exemple, le chancre coloré du platane, lui, il est plus volatile. Là, l'encre du châtaignier, c'est un pathogène qui s'appelle Phytophthora, qui est un pathogène microscopique qui se nourrit uniquement des racines vivantes des châtaigniers. Et donc, les châtaigniers voient ainsi, à cause de ce pathogène, ces racines se nécroser, pourrissent, et par absence de racines ou ayant perdu 70% de son système racinaire, les châtaigniers meurent parce qu'ils ne peuvent plus puiser l'eau dont ils ont besoin pour s'alimenter, et ensuite ils peuvent tomber se renverser parce qu'ils ont aussi leur système racinaire défaillant. Le champignon, le pathogène, l'encre du châtaignier, le Phytophthora se développe parce qu'on a des hivers doux, on n'a plus de grands froids comme il pouvait y avoir il y a encore 20 ou 30 ans avec du -5, du -10 pendant plusieurs jours. Et donc là, ça pouvait faire mourir le pathogène. Des printemps humides, il est flagellé, le pathogène, il se déplace dans l'eau du sol. Et donc, il peut très facilement aller d'un châtaignier à un autre. On peut le transporter sous ses bottes, sous ses chaussures, sous les vélos, les pneus d'un VTT ou les pattes d'un chien ou d'un animal sauvage. Et puis ensuite, eh bien, quand le champignon a vraiment attaqué les racines, s'il y a une forte canicule, l'arbre n'a plus les ressources pour pouvoir puiser l'eau dont il a besoin. Donc, pour nous, forestiers, moi, vraiment, en 40 ans, j'ai pu voir l'évolution du climat et surtout ses effets sur les forêts françaises qui sont aujourd'hui pas en très bonne santé, sans vouloir non plus faire de catastrophisme ce soir. Alors, justement, en termes de très bonne santé, qu'est-ce qu'on en est au niveau de l'augmentation
justement de la forêt française? Parce que ça paraît quelque chose qui se porte bien. En fait, on a beaucoup d'éléments, beaucoup de forêts qui se développent comme des micro-forêts, des micro-forêts urbaines. Vous avez raison. Vous avez raison, la surface forestière française métropolitaine continue de s'accroître, même si elle est grignotée ici ou là, notamment dans des zones urbaines, en région parisienne ou dans d'autres régions. Elle est grignotée, cette forêt, pour de l'urbanisation, pour faire passer un tram, pour faire passer une déviation d'une route, etc. Donc aujourd'hui, il y a quelques pertes, mais globalement en France, la forêt continue de s'accroître parce que, surtout à deux grandes périodes, elle s'est accrue. D'une part, à la fin du 19e siècle, les forestiers d'alors ont reboisé massivement les montagnes. Les montagnes, parce que garder des forêts en montagne permet de fixer les sols, d'éviter l'érosion. Donc, il y a eu des énormes campagnes de plantation dans les années 1880-1900. Ensuite, il y a eu l'après-deuxième guerre mondiale, où les forêts ont beaucoup souffert pendant les deux guerres mondiales, bien sûr. On avait besoin de bois, elles ont été mitraillées, c'était des champs de bataille aussi. On avait besoin de bois pour se chauffer, pour faire du pain. Donc, les forêts avaient aussi beaucoup baissé à ce moment-là. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été le boom de l'industrialisation et donc de la mécanisation et le monde agricole qui s'est modernisé, où on a eu beaucoup de zones qui ont été remembrées, où on est passé de la polyculture vivrière à des fois monoculture sur des grandes fermes. Et donc, beaucoup de régions françaises de moyenne montagne ont vu l'agriculture régresser et des terres agricoles non occupées ont été massivement plantées dans les Vosges, dans le Limousin, plateau de Millevaches, le Morvan et bien d'autres régions de ce type-là où l'agriculture était difficile sur des sols parfois pauvres, donc par contre des sols à même à être plantés. Donc c'est surtout dans ces régions-là qu'on… Voilà. Aujourd'hui, on continue un peu. Voilà, il y a quelques exemples de surfaces qui sont encore plantées en France. Nous, forestiers, ça a toujours été le cas. On se dit, on a des chênes, si on est en Île-de-France ou dans d'autres régions, si on est en Normandie, ça va être des hêtres, qui sont là depuis des siècles et des siècles. Il y a eu des générations et des générations de chênes. Donc on se dit, ces chênes sont bien adaptés au sol, sont adaptés au climat. Donc malheureusement, quand on se disait ça il y a 40 ans, on était un peu plus serein qu'on ne l'est aujourd'hui. On se dit qu'aujourd'hui, les hêtres de Normandie, est-ce qu'ils seront toujours viables dans 50 ans? On est moins sûr. Donc jusqu'à maintenant, mais du coup, ça va faire une transition sur un autre aspect. Effectivement, on favorise le plus possible la régénération naturelle. On fait en sorte qu'il y ait, quand les arbres sont adultes, un peu de lumière au sol suffisamment pour que des glands qui sont tombés puissent fructifier, puissent ensuite germer et avec un peu de lumière devenir les arbres de demain. Quand ça marche pas, parce que parfois ça marche pas, parce que évidemment on n'est pas dans une usine à fabriquer des boulons tous pareils, la nature elle est capricieuse, il y a des fois où ça marche pas. Dans ces conditions, on plante. Ça va être aussi le cas après des échecs liés à des crises sanitaires. Lorsque des châtaigniers meurent massivement en région parisienne, le châtaignier, on n'enlève pas la maladie quand on a coupé les arbres qui sont morts. La maladie, elle est toujours dans le sol. Donc, évidemment, on change d'essence et on va apporter d'autres essences que les châtaigniers. Et puis, on va essayer de planter, aujourd'hui, en faisant des analyses poussées des sols, on va, et avec les prévisions du GIEC, du changement climatique, on va planter des essences qui seront adaptées au climat dans 20 ans ou dans 50 ans ou dans 70 ans.
espèces un peu plus méditerranéennes. Par exemple, en région parisienne, on a une forêt bien connue qui fait près de 4000 hectares, qui est la forêt domaniale de Saint-Germain, dans l'ouest parisien, sur la commune de Saint-Germain-en-Laye. C'est une forêt qui est dans les 2/3 plutôt sur des terrains sableux, assez filtrants. Elle souffre de sécheresse, cette forêt-là. Les chênes souffrent, les chênes pourtant indigènes, hein, qu'on appelle le chêne Cécile. Eh bien, dans cette forêt-là, demain, si on a des plantations à faire, on plantera plutôt du chêne pubescent, qui est un des chênes français, mais un peu plus méditerranéen. Même sur un grand chêne qui va avoir un siècle et demi ou 2 siècles et qu'on serait amené à couper parce qu'il est temps de le faire, eh bien, évidemment, il va avoir un tronc qui, une fois coupé, produira du bois d'œuvre pour faire de la tonnellerie, pour faire de la charpente, pour faire du parquet. Mais au-delà des 5-6 premiers mètres, alors que l'arbre fait 25 ou 30 mètres, au-delà des 6 mètres, au-delà de 6 mètres de haut, on va avoir des branches, des grosses branches, et c'est déjà plus du bois d'œuvre, mais ça sera du bois d'industrie. Et on va déchiqueter ce bois-là pour faire du panneau de particules. Le panneau de particules, vous savez ce que c'est l'aggloméré. C'est ce que utilisent les cuisinistes pour vos cuisines aménagées, recouvertes d'une feuille décorative, mais l'âme même, c'est du panneau de particules qui est fabriqué en France. Parce que c'est un bois de faible valeur, et donc il ne traverse pas les océans. Donc même les grandes marques, je vais en citer quelques-uns comme Ikea, où on pourrait penser que c'est que du bois qui vient de Scandinavie, pas du tout. Le panneau de particules est fabriqué par ce cuisiniste-là, c'est des panneaux de particules fabriqués par des industriels français. Par exemple, nous, en région parisienne, les châtaigniers qui sont malades ou morts et qu'on coupe, parfois jeunes, parce qu'ils ont simplement quelques décennies, 20 ou 30 ou 40 ans, eh bien, c'est des arbres qui sont coupés, qui sont ensuite vendus à un fabricant de panneaux de particules qui est en Normandie et qui lui-même va les revendre à des cuisinistes. Donc, on a toujours sur un arbre quasiment les 3 grandes familles de bois, et les plus fines branches, ben, ça va être pour du bois énergie. Donc, finalement, il est important d'avoir les 3 débouchés, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on aura de toute façon du bois énergie, de toute façon du bois industrie. En tout cas, ce qu'il faut savoir, souvent on nous pose la question, aujourd'hui, clairement, les forêts domaniales, et dans notre région parisienne, ce sont essentiellement des forêts domaniales, l'État ne demande pas plus de bois à l'ONF dans ces forêts-là. Ces forêts sont équilibrées. Elles sont gérées déjà depuis des siècles. Et donc, même s'il y a une demande de bois accrue pour du bois énergie, pour du panneau de particules ou du bois pour faire des plaquettes forestières dans des chaufferies et du réseau de chaleur en ville, le gisement n'est pas dans ces forêts publiques, n'est pas dans ces forêts domaniales. On ne coupe pas plus et l'État ne nous demande pas de couper plus en forêt domaniale. Le gisement en France, il est dans les forêts privées, qui ne sont pas, pour certaines, oui, qui sont gérées, entretenues par des propriétaires, mais bien souvent, la propriété privée est très morcelée et donc ces forêts privées ne sont pas gérées et le bois qu'on y récolte n'est pas à la hauteur qu'il pourrait y avoir. Une question un peu technique sur les espoirs qu'on peut avoir sur les forêts mosaïques face au changement climatique. J'avoue que moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Oui, alors c'est un terme, effectivement, c'est un terme, la forêt mosaïque, c'est un terme un peu nouveau qu'on utilise, nous, forestiers, et c'est plutôt l'Office national des forêts qui a introduit ce terme-là. En gros, ça veut dire quoi? Tout le monde sait ce que c'est de la mosaïque. L'idée, c'est que dans une forêt donnée, on puisse, en bon père de famille, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut avoir une diversité d'essences, il faut avoir une diversité de classes d'âge, il faut avoir une gestion non monolithique
de façon à ce qu'on puisse avoir des forêts les plus résilientes possibles par rapport au changement climatique, par rapport à des risques de vent et de tempête, comme on a connu en 99. Fort heureusement, touchons du bois, ça tombe bien, c'est mon métier. Il n'y a pas eu de tempête importante depuis 1999. Donc, c'est par ces forêts diversifiées, ces forêts dites mosaïques, qu'on pourra avoir les forêts les plus résilientes par rapport aux assauts et aux risques naturels, incendies, vent, changement climatique, pathogènes divers et variés. Aujourd'hui, on le voyait dans le film que vous avez visionné, hein, tout à l'heure, je le disais à quelques-uns d'entre vous, ça fait 50 ans que l'homme est allé sur la Lune, mais on a encore beaucoup d'ignorance et d'inconnu sur ce qui se passe dans les interactions du sol. Donc, aujourd'hui, on se dit que ces forêts mosaïques permettront d'avoir une gestion diversifiée, non monolithique, non monospécifique, non pas une monoculture, d'être les plus résistantes à des pathogènes. Demain, il y aurait une maladie, et on ne l'espère pas, sur le chêne, et le chêne français bien connu qui produit ce bois, et donc tous les produits de bois d'œuvre. Évidemment, ça serait très catastrophique. Donc, il faut faire en sorte que ces forêts de demain soient plus diversifiées encore qu'avant. Ça a toujours été notre leitmotiv. Moi, encore une fois, ça fait 30 ans que je suis à l'ONF. Je n'ai pas travaillé qu'à l'ONF, mais déjà à l'école forestière, on nous donnait cet enseignement d'avoir des forêts diversifiées. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les forêts privées, il faut le reconnaître, mais il ne faut pas non plus incriminer des fois le propriétaire privé qui a lui-même hérité de son père ou de son grand-père. Donc, s'il est dans le Morvan et qu'il a hérité d'une propriété de 50 hectares de Douglas pur, d'un seul tenant et puis que des Douglas, ce n'est pas lui propriétaire, c'est son grand-père, mais comment lui en vouloir ? Qui a planté ces Douglas après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas si simple. C'est plutôt de bien le conseiller pour qu'aujourd'hui, quand il fera sa coupe de ces Douglas, il puisse planter plus diversifié et pas qu'une seule essence. Peut-être aussi… Attends, je voudrais poser une question concernant les chauves-souris qui a été posée tout à l'heure. Comment les chauves-souris participent à la pollinisation? Bon, c'est une petite anecdote. Évidemment, dans nos climats européens, ce sont essentiellement les insectes et les oiseaux. Mais en Amérique du Sud, qui est un très vaste continent où il y a une plus grande diversité qu'en Europe de chauves-souris, eh bien, certaines chauves-souris, qui ne sont pas… qui sont uniquement fructivores, c'est-à-dire qui consomment des fruits, des fleurs, etc., eh bien, vont se nourrir en allant sur des fleurs selon leur odeur, notamment. Je suis en train de lire un livre passionnant d'ailleurs là-dessus, donc je pourrais en parler là. Il y a des fleurs qui développent une odeur particulière, cette odeur attire les chauves-souris. Les chauves-souris viennent consommer la fleur et au passage récolte le pollen et va pouvoir ensuite polliniser les fleurs voisines. Donc c'est le même phénomène que ferait une abeille ou d'autres insectes. On a une polémique là qui naît aujourd'hui sur l'utilisation de nos bois. Alors on parle des chênes qui vont sur Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame, où on est en train d'en couper beaucoup parce qu'on en a besoin beaucoup. En plus des gros chênes qui pourraient être comment dire, un berceau de forêt primaire, si on ne les coupait pas, par exemple, garder cela pour une forêt primaire. Tout à fait. Alors, deux éléments. D'abord, le petit focus sur Notre-Dame de Paris et sa charpente en chêne, avec la réserve, entre guillemets, et le capital de nos forêts françaises,
publics et privés, on pourrait faire 1 millier, je dis bien 1 millier, de charpentes de Notre-Dame chaque année. Oui. Donc, la charpente de Notre-Dame, c'est un pouillème, passez-moi l'expression, c'est un epsilon dans le volume qui est chaque année possible de récolter en France sans décapitaliser, sans piller les forêts françaises, loin de là. Donc, c'est un non-sujet. Hein. Les quelques milliers de mètres cubes qui vont constituer la cathédrale de Notre-Dame, c'est vraiment qu'un très faible pourcentage de la récolte annuelle française. Oui, là c'est une question. Donc l'ONF déjà pour les forêts publiques a mis en place déjà depuis 6 ou 7 ans ce qu'on a appelé le label chêne pour permettre un peu et limiter l'exportation abusive qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire que l'ONF n'est que vendeur, entre guillemets, et donc après, on est sur une économie mondiale qui est très influencée sur la parité du dollar avec les autres monnaies, qui est très influencée sur la mode, qui est très influencée sur les dynamiques des différents pays, et donc c'est bien une économie mondiale. Pour préserver les… Alors, en France, c'est quand même les plus beaux chênes, les plus belles forêts sont, bon, même s'il y en a quand même aussi beaucoup en forêt privée, il y a beaucoup sont en forêt domaniale, parce que c'est une gestion séculaire. Et donc, des vieux et des gros chênes sont quand même dans ces forêts-là. Et donc, l'ONF a mis en place ce qu'on a appelé le label chêne, qui oblige les acheteurs de ces bois à les transformer obligatoirement dans l'Union européenne. Donc, dès lors qu'un lot de bois vendu par l'ONF est constitué à plus de 50% de chêne, eh bien, l'acheteur s'engage à les transformer. Donc, aujourd'hui, évidemment, dire que ça n'existe pas, ça serait faux, mais les médias ont tendance quand même à voir toujours le verre à moitié vide qu'à moitié plein, et donc la réalité, elle est quand même autre. C'est-à-dire que oui, il y a une pression forte des Chinois sur le marché français. Les scieurs français de chêne sont montés au créneau. Donc, l'ONF, avec le ministère de l'Agriculture, ont mis en place ce qu'on appelait ce label chêne pour essayer de limiter ce risque d'exportation. Aujourd'hui, dans notre agence, pour parler de ce que je connais, ce n'est que quelques pourcents qui partent hors de la France sur ce qui est vendu. Donc, la grande majorité, déjà, tout le bois d'industrie, tout le bois énergie est transformé en France. On ne peut pas faire du bois énergie, lui faire traverser la France sur plus de 300 km ou 300 km et plus. Sa valeur est bien moindre que le coût du transport. Donc, le bois énergie, il fait en général pas plus de 100 km autour de son lieu de récolte. Le bois industrie, ça peut aller jusqu'à 200-300 km autour de son point de récolte. Le bois d'œuvre, évidemment, ça peut aller beaucoup plus, mais aujourd'hui, l'État essaye de mettre en place, mais mettre en place des contraintes, ça serait aller à l'encontre des dispositifs économiques européens qui est sur du libre-échange. C'est ça qui est compliqué. Si on parlait des menaces de la forêt française, entre les ravageurs, entre le climat, entre comment dire, les quads, par exemple, qui traversent les forêts, l'exploitation qui est faite par des engins au lieu d'être faite par des chevaux, vous voyez. Alors, la question est pertinente et vraiment intéressante. Et donc, oui, aujourd'hui, les menaces principales sont liées au changement climatique. Là c'est une affirmation, mais que je fais parce que je suis tout seul ce soir, mais j'ai organisé des webinaires destinés au grand public où j'ai fait intervenir, en plus de l'ONF, des scientifiques de l'INRAE, de l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale. J'ai fait intervenir également dans ce webinaire
des collègues du département de la santé des forêts, qui est un service du ministère de l'Agriculture, le changement climatique met à mal aujourd'hui les forêts françaises. Et donc, l'État se mobilise pour ça, notamment pour les replantations. Et grâce à l'État, nous bénéficions de son aide dans le cadre du plan de relance, de France Relance. Les forêts domaniales, les forêts privées, les forêts communales bénéficient d'aide de l'État pour les replantations. Parce que c'est quand même là le risque le plus fort qui pèse sur les forêts françaises. Ceci dit, vous avez raison, les petits ruisseaux ou les petites incivilités en font des grandes et il faut se prémunir de tous ces autres risques. Donc oui, en région urbaine, notamment, et il n'y a pas que la région parisienne, hein, les forêts urbaines ou périurbaines en France souffrent non pas parfois de la fréquentation de l'usager lambda, le promeneur, le cycliste, la famille qui va se balader avec les enfants ou faire un peu de vélo, mais c'est vrai que qui dit forte urbanisation dit le problème de la propreté et les dépôts sauvages. Les dépôts sauvages, il y a 10 ans, c'était le début en région parisienne. Aujourd'hui, je le vois avec mes collègues qui sont à l'ONF dans d'autres régions. C'est une incivilité incroyable. Les dépôts sauvages, des pneus, des gravats qui sont déposés en forêt parce que ces forêts sont vulnérables. Évidemment, elles sont pourtant des domaines privés, puisque une forêt domaniale, c'est le domaine privé de l'État, mais elles sont ouvertes, elles ne sont pas closes, elles ne sont pas cadenassées, et donc c'est tellement facile, avec un petit camion, une camionnette, de s'arrêter et de décharger des sacs de gravats en forêt et qui coûtent extrêmement cher à l'ONF et aux gestionnaires en général. Qui dit urbanisation dit aussi des véhicules à moteur, là où on n'en voudrait pas, des motos, des rodéos, en moto, des quads, là où on souhaiterait ne pas en avoir. Parfois aussi le VTT, par des usages répétés, des passages répétés sur des petits chemins, des VTT créent des faux chemins, ce que j'appelle des faux chemins, pas des chemins officiels, et donc parce qu'ils veulent passer dans des grandes pentes pour avoir des grandes sensations voilà, et donc ça crée des érosions en forêt. Et puis, la gestion forestière elle-même, il faut en prendre garde. C'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport, comme le monde agricole s'est modernisé, le débardage à cheval existe encore un peu, mais c'est qu'anecdotique. Aujourd'hui, on n'aurait pas les chevaux qu'il faut, on n'aurait pas les débardeurs à chevaux qui seraient nécessaires. Et donc, petit à petit, depuis 50 ans, depuis la guerre, là, il y a eu une modernisation qui est alliée aussi devant une raréfaction de la main-d'œuvre, qui aujourd'hui, on est une petite vingtaine autour du micro ce soir, qui aujourd'hui va pousser ses enfants à devenir bûcherons. C'est un métier de chien, passez-moi l'expression, c'est un métier dangereux, accidentogène, comme pouvait l'être le métier de marin-pêcheur. Et donc aujourd'hui, 200 jours par an, par tous les temps, sous la pluie. Donc le bûcheron est un métier aujourd'hui où les Français ne veulent plus y aller. Donc souvent on me dit, je vais en forêt, mais les bûcherons, ils ne parlent pas français, ils sont moldaves, ils sont d'Europe centrale. Mais oui, mais est-ce que nous avons poussé nos enfants à faire ce métier-là? Donc, raréfaction de cette main-d'œuvre-là, modernisation. Donc, oui, on passe par maintenant des méthodes plus mécanisées d'abattage et donc des tracteurs forestiers. Et donc, le travail que l'on a, c'est d'essayer de faire en sorte que ces engins soient canalisés, qu'ils ne passent pas n'importe où en forêt pour ne pas abîmer les sols, pour ne pas les tasser. Il y a des fois des ratés, il y a des fois des ornières, il y a des fois des chantiers qui durent longtemps et que le promeneur se plaint de la durée des chantiers, mais donc l'ONF quand même le contrôle. Dire que c'est parfait, non, mais en tout cas, nous veillons à ce que ces forêts puissent toujours préexister et donc
soit toujours là demain ou dans un siècle. Et donc, c'est important de préserver les sols et de faire en sorte que les engins n'aillent pas n'importe où pour détruire les sols. Les ravageurs, qu'ils soient champignons, insectes, comment est notre forêt française vis-à-vis de ces éléments-là? Est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce qu'on est menacé par énormément par cela? Voilà. J'en parlais quand même tout à l'heure pour citer quelques maladies, hein, les scolites qui touchent les sapins et les épicéas, la calarose qui est un champignon qui touche le frêne, la maladie de la suie qui touche les érables, l'encre du châtaignier qui touche le châtaignier. Donc oui, les ravageurs d'une manière globale, insectes, champignons, pathogènes, sont plus virulents du fait du changement climatique et donc font des grands dommages en France et dans d'autres pays européens. Enfin voilà, garder raison, essayer, nous, de travailler dans ce sens, apporter des solutions avec des essences diversifiées. Lorsque, aujourd'hui, on coupe des châtaigniers dans la forêt de Montmorency, que le Lions Club international connaît bien, puisque nous avons pu faire des plantations grâce à une action du mécénat du Lions Club, eh bien, on plante des essences diversifiées, c'est-à-dire que sur un même hectare, on ne va pas planter que du chêne, on va planter des cormiers, des alisiers, des merisiers, des érables, etc. Et c'est important d'avoir cette palette, ce cocktail d'essences pour faire en sorte que ces forêts puissent résister. Qu'est-ce que les particuliers, eux, peuvent faire à leur niveau? J'ai une question sur quelqu'un qui voudrait faire une petite forêt pour avoir un puits de diversité, ou mettre des ruches, interdire la chasse. Mais au niveau du particulier, qu'est-ce que chacun peut faire? Chacun, il y a plein de possibilités. Planter des arbres dans son jardin en orientant bien et en n'ayant pas de regrets 30 ans après parce qu'il va faire de l'ombre sur la maison. Mais bien sûr que c'est bien. Les forêts, évidemment, forment un écosystème particulièrement riche et fort. Mais un arbre isolé ou quelques arbres isolés dans un jardin apporteront aussi ce point de fraîcheur. Et les urbanistes et les collectivités locales ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, on l'entend dans les campagnes électorales, que ce soit de niveau municipal, les régionales, les départementales, etc. Des villes créent des forêts, des micro-forêts, et essayent de désurbaniser certains quartiers, replantent. Donc ça, c'est très bien. Sur des plus grandes surfaces, si on en a la possibilité d'être un peu plus grand propriétaire, pourquoi pas. D'autres choses, évidemment, on va parler des besoins pécuniers, mais aujourd'hui, l'ONF a créé, il y a 3 ans, une fondation qui s'appelle Agir pour la forêt, un fonds qui s'appelle Agir pour la forêt. Et donc, tout un chacun, particulier, entreprise, toute personne peut faire un don à l'ONF, soit en ciblant une forêt donnée en disant j'aimerais que l'argent que je donne puisse aller vers telle œuvre, ou du coup indifféremment. Donc aujourd'hui, j'étais samedi, encore une fois, en forêt de Montmorency, et on a réalisé une plantation avec la participation de 200 enfants avec les communes d'une agglomération. Et cette plantation, elle avait été financée grâce encore à une action de mécénat par un mécène. L'ONF a aujourd'hui une grande palette et donc des particuliers peuvent aussi faire un don s'ils le souhaitent. Et puis, si ce n'est pas sur un don, ça peut être effectivement de contribuer à une plantation dans son jardin. Autre action possible, qui est des fois un peu plus complexe mais faisable, ça demande une organisation et un peu d'huile de coude, si je puis dire, c'est de plus en plus d'associations qui ont des actions bénévoles
pour entretenir les forêts sur l'aspect propreté dans des journées forêt propres. On a en région parisienne des associations qui se sont mobilisées pour éliminer des plantes invasives. On est en région parisienne, dans des zones urbaines, on a des plantes invasives comme le laurier du Caucase, comme le budellia et le raisin d'Amérique, bref, des espèces peu désirables qui viennent en forêt amenées par des oiseaux parce que c'est des plantes qui ont été mises dans des jardins autour des pavillons et ensuite se retrouvent en forêt par les oiseaux qui viennent consommer leurs graines et ensuite leurs fientes. Donc aujourd'hui, ces plantes sont invasives. Des associations se mobilisent pour essayer d'éradiquer, d'éliminer ces plantes invasives. Voilà des actions. Oui, aujourd'hui, et pour moi, c'est une bonne chose. Voilà, vous avez créé le défi pour l'environnement. Le Lions Club international s'intéresse beaucoup à la forêt, comme beaucoup de femmes et d'hommes de la société, notamment en Europe. Il faut effectivement sensibiliser d'autres pays qui sont peut-être malheureusement moins regardants sur la façon de gérer leur forêt, en Amazonie ou dans d'autres régions. Mais pour autant, je pense que cette plus grande sensibilité des hommes avec un grand H à la nature, à la forêt, fait que la forêt de demain sera plus préservée, plus entretenue, peut-être d'autres surfaces plantées, peut-être moins grignotées en région parisienne qu'elle peut l'être. Et donc, peut-être c'est ma nature aussi, mais je reste personnellement plutôt optimiste. Couper, parce que je voyais encore une question sur le fait de couper un gros arbre pour faire une charpente, un chêne de 200 ans. Mais le chêne de 200 ans, il y a 200 ans, n'existait pas. Donc aujourd'hui, on travaille pour avoir des chênes centenaires dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. C'est le cycle normal. On peut pas, on n'interviendrait pas en forêt, on mettrait les forêts sous cloche. On perdrait de leur vivacité, de leur pérennité aussi. Et encore une fois, couper un arbre n'est pas un crime. Oui, je pense que. Il y a beaucoup de questions sur l'agroforesterie. Mais pour moi, c'est essayer sur un même lieu de conjuguer un peu à la fois des besoins de nature, mais des besoins liés à la consommation humaine. Bon, donc les forêts ne présentent pas un lieu où on va en même temps cultiver du maraîchage, etc. Mais quand même, la forêt apporte cette diversité. Et donc, pour moi, lorsqu'on tend vers une forêt mosaïque, une forêt diversifiée, de la futaie dite irrégulière, qu'on appelle des fois aussi futaie jardinée, c'est ce qu'on a ici en Île-de-France. On va être plus, nous, gestionnaires, les paysans d'avant de l'agriculture, que des grands céréaliers. Donc, on est plus aujourd'hui dans cette forêt mosaïque vers, je pense, ce qui tendrait vers de l'agroforesterie. Mais encore une fois, je ne suis pas le spécialiste en la matière. Disons que lorsqu'on va être justement sur ces forêts mosaïques, on est bien dans peut-être ce qu'on pourrait qualifier d'en imiter la nature. Oui. C'est-à-dire que le forestier, c'est quand même ça, pour nous, à l'ONF, en tout cas, notre leitmotiv. On a peut-être intuitivement encore, on a peut-être des zones encore d'inconnu sur les interactions qu'il peut y avoir au niveau des champignons, au niveau des mycorhizes, au niveau des racines des arbres entre eux. Il y a sans doute encore beaucoup d'inconnus, mais intuitivement, de notre métier qui est sur l'observation, on voit bien que cette ambiance forestière qu'il y a sur une forêt facilite tout de suite une reprise. La régénération naturelle est 10 fois plus facile lorsqu'on est dans une forêt ancienne
et les semis s'installent facilement lorsqu'on est beaucoup plus facilement que lorsqu'on veut créer une forêt de toutes pièces. J'étais jeudi dernier, le 25 novembre, à la plantation d'une nouvelle forêt sur la commune de Pierrelet dans le Val d'Oise. C'est inédit, ça fait plusieurs décennies qu'on n'a pas planté et là on va planter près de 1000 hectares. Ces 1000 hectares de créer de nouvelles forêts. Et sur la forêt dite de la nouvelle forêt dite de Pierrelet, Pierrelet c'est une commune du Val d'Oise. On plante là sur des terres agricoles et c'est très difficile. Donc c'est sûr que dans une forêt déjà existante, les interactions qu'il peut y avoir entre les arbres favorisent ces semis naturels et donc peut-être intuitivement on le sent, c'est un dosage assez fin de la lumière, etc., comme je le disais tout à l'heure. Mais ça m'amuse les boutades, alors je vais y répondre. Une boutade m'a demandé quel est votre moyen de chauffage personnel. Donc, j'ai eu la chance pendant 20 ans d'habiter, dans le cadre de mes fonctions, une maison forestière en région parisienne. J'y suis plus, je suis dans un appartement. Mais en maison forestière, mon chauffage principal, c'était le bois. Au sujet aussi du film, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du film, vous qui êtes un forestier passionné en fait par les arbres, est-ce que vous aviez ressenti tout ce dont nous a développé en fait le documentaire et voilà. Est-ce que vous aviez un petit ressenti par rapport à tout cela? Oui, bien sûr que le film est bien fait, il ne laisse pas indifférent. Avant de le film, moi j'avais lu le livre du forestier allemand, de Peter Wolleben. Il y en a d'ailleurs un autre que j'avais plus apprécié parce que je trouvais Wolleben et ce qu'il a fait dans son bouquin et ensuite dans ce film documentaire est intéressant parce qu'il a essayé de mettre à la portée du plus grand nombre le fonctionnement de la forêt. Ce qui m'a un peu gêné, moi, et qu'on retrouve dans son livre, c'est qu'il a beaucoup utilisé un vocabulaire propre à l'homme. Donc, il parle d'allaitement entre un jeune semis et un grand chêne à côté. Il parle de lien d'amitié. Bon, je trouve que c'est un peu fort. Moi, qu'il y ait des interactions, c'est certain, et on s'en rend compte, nous, au quotidien, par notre métier, mais de trop utiliser les termes propres à l'homme tend à penser que couper l'arbre devient un crime. Et ça me gêne beaucoup. Parce que nous, forestiers, lorsqu'on marque un arbre, lorsqu'on décide que celui-là, il faut l'enlever, c'est toujours dans le but de favoriser un autre qui est à côté. On n'a jamais, lorsqu'on travaille en forêt, qu'on choisit les arbres à abattre, c'est nous qui les choisissons, c'est toujours pour une raison technique, c'est jamais pour une raison économique. On ne va pas dire, tiens, je vais enlever celui-là parce qu'il vaut 1000 euros, et puis je vais laisser celui-là parce qu'il vaut que 10 euros, et voilà. Non, j'enlève celui-là parce qu'il y a du semis qui est là, parce qu'il y a un autre qui est juste à côté qui va le gêner, parce qu'il commence à être pas en bonne santé, etc., etc. Donc, couper un arbre, si on a fait ce métier, comme vous l'avez dit, Thérèse, moi, ça fait 40 ans que je le fais, je suis toujours autant passionné. C'est un métier passion, on aime les forêts, on aime la forêt et on essaye de faire aussi bien que nos prédécesseurs pour laisser aux générations futures des forêts en bonne santé et des belles forêts aussi sur le plan esthétique parce que c'est important. Donc, le film m'a touché, évidemment. Je l'ai vu 10 fois parce que j'ai fait au moins 10 conférences, débats à la suite de projections dans des salles de cinéma de la région parisienne. Et je tenais aussi quand même à participer à ces débats. J'ai accepté très volontiers de le faire parce que je voulais aussi apporter une contrepartie. La tronçonneuse, ce n'est pas un instrument, c'est pas une arme de destruction massive. C'est un peu caricatural. C'est ça qui, des fois, m'a un peu chagriné dans le film. Bon, merci, merci Michel. C'est bien d'avoir parlé comme cela parce que c'est vrai que
il ne faudrait pas que l'on pense qu'effectivement les arbres sont des humains et voilà, ça peut occasionner beaucoup de soucis par rapport à ça. Mais bon, nous l'avons bien compris. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions, vos interrogations. En tout cas, j'étais ravi de participer et de le faire pendant cette heure et demie.